pour le lancement, on a fait un pré-lancement, mais pas pré-financement, mais une petite campagne de pré-lancement qui était en fait, je sais pas si tu vois le Dollar Chef Club, leur vidéo aux États-Unis qui Alors, avait vachement bien marché. évidemment. Et donc en gros, on s'est dit il fallait qu'on fasse une vidéo pour le lancement. Donc on avait fait une vidéo avec les moyens du bord. Elle nous a coûté 1 000 €, je crois même pas, mais une petite vidéo où on expliquait le concept. On n'était même pas encore lancé. De mémoire, je crois que c'est même pas les bons packaging qui sont dans la vidéo. Enfin, c'est voilà. Et en gros, on avait fait une landing page avec la vidéo et on invitait les personnes à rentrer leur adresse mail et il y avait une petite incentive, c'était si tu invitais des copines qui venaient aussi s'inscrire, tu gagnais, tu avais une jauge à cadeaux et plus t'invitais de copines, plus tu avais un cadeau cool. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Colline Mazera, cofondatrice avec Dorothée Barthes de Jo. Bonjour Colline. Bonjour Laurent. Colline me faisait la réflexion quand on échangeait sur LinkedIn que je recevais pas beaucoup de femmes et j'y travaille. Je reçois aujourd'hui Colline là, et dans les semaines qui viennent Justine de Respire, Lisa de Jonah que j'ai reçu il y a quelques semaines, Julie Pelé d'Instagram. Je suis d'accord que c'est pas encore l'égalité parfaite, mais en tout cas j'y travaille. En tout cas, merci beaucoup Colline d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Jo distribue des tampons, serviettes et produits en côté bio sur abonnement ou dans un e-shop. Vous avez lancé il y a 2 ans. Tu disais tout à l'heure en introduction que c'était... Il y a un peu de bruit autour de toi, voilà. Tu me disais il y a 2 ans, tu me disais quand on préparait tout à l'heure l'enregistrement que c'était il y a 2 ans, jour pour jour. Exactement. C'est ça ? Ouais. Bon, joyeux anniversaire, c'est super. Merci. Et vous connaissez déjà une très belle croissance puisque vous avez réalisé en cumulé depuis le lancement plus de 2 millions de CA. Vous avez passé les 50 000 clientes et allez expédier d'ici peu le 100 millième colis, c'est ça ? Exact. C'est très très beau en 2 ans. L'hygiène féminine a longtemps été trustée par des grands acteurs industriels du grand public. Et les sujets que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on accède justement à ce marché grande conso, comment gagner en légitimité sur un produit qui est justement très très intime où la réassurance, j'imagine, compte énormément. Et surtout, enfin, comment en 2 ans à peine, alors que tu ne connaissais même pas ton associé, je crois, et que c'est ta première entreprise, comment en 2 ans à peine vous avez réussi à arriver à de tels chiffres. Colline, comment est née l'idée de Jo ? Alors, Jo, ça a été créé dans le cadre d'un incubateur nantais. En fait, il y a un Américain, Rob, qui est arrivé à Nantes pour monter un incubateur qui s'appelle Imagination Machine. Et il a rencontré Dorothée, donc mon associée, parce que Dorothée travaillait à ce moment-là, faisait de la communication, et donc avait rencontré Rob pour proposer ses services, pour faire de la com pour l'incubateur. Et finalement, en discutant, Rob lui a dit mais attends, non, t'as toutes les qualités pour être une entrepreneuse, tu ne le sais pas, mais t'as tout fait dans ta carrière qui fait que tu peux être entrepreneuse. Et il lui a dit tiens, dans cet incubateur, j'ai un projet c'est un startup, dans le startup studio plutôt, j'ai un projet qui est de monter une marque comme ce qui existe aux États-Unis, de tampons, serviettes et protège-les en coton bio sur abonnement. Et donc Dorothée à fond, mais ne souhaitait pas le monter toute seule et cherchait un profil plus market digital, parce que Dorothée était journaliste santé et travaillait dans la com, donc beaucoup de compétences, super compétences en com, et cherchait quelqu'un en market digital. Attends, elle était journaliste santé, c'est ça ? Ouais, elle a été pendant 10 ans journaliste santé en presse écrite et télé. D'accord. Ok, avant de travailler avec Rob. Donc c'est marrant que tu parles d'Imagination Machine et ça me revient maintenant parce qu'on en avait parlé quand on s'était connecté. Oui, t'as rencontré Quentin. Mais Quentin, Aury et Mini-Monde sont nés, c'est ça. C'est nos copains de bureau. C'est vos copains de bureau, super. Voilà, nos copains de raclette. Et donc vos copains de raclette, ok. Et donc Dorothée souhaitait pas lancer toute seule. Voilà, elle cherchait donc profil plutôt market digital. Petit coup de chance de la vie, nos mecs travaillaient ensemble.
Moi, je cherchais à changer de boulot à ce moment-là. Je revenais de congé mat depuis quelques mois et en fait, j'étais un petit peu mise au placard dans mon job et je commençais à chercher à vouloir bouger. T'étais dans quel domaine ? Dans le market digital, mais dans le jouet. Je vendais des jouets. Ok, et t'as pas voulu rejoindre Mini-Monde du coup C'était un an plus tôt, donc non, Okay. ça n'existait pas encore. Et du coup, on se connaissait donc pas parce que juste nos maris bossaient ensemble, mais on s'était jamais croisés finalement. On s'est vu le temps d'un café, le temps d'un verre, boire un verre pour voir si ça pouvait coller. On s'est bien marré pendant le verre. On a parlé de ce qu'allait devenir Jo et on était vraiment toutes les deux à fond. Et du coup, on s'est dit, on n'a rien à perdre, allons-y, on y va. C'était un pari parce qu'on ne se connaissait pas du tout. Et finalement, résultat, là, 3 ans après maintenant, parce que ça faisait 2 ans et demi maintenant, 2 ans et demi après, moi, j'ai jamais eu de collègues comme Dorothée et on se marre au quotidien. C'est génial. Vous êtes combien aujourd'hui ? On est 6 et on a une personne qui a déjà été recrutée, mais à cause du Covid, elle n'est pas encore arrivée. Et une personne en congé mat, donc en gros, on est une équipe de 8. Super. Il y a des marchés plus sympas. Enfin, c'est pas que c'est pas sympa, mais plus facile, disons, j'imagine, que les féminines, non ? Ouais, mais finalement, donc il y a 2 ans, c'était le contexte du scandale. En fait, il suffit que tu dises composition de tampons dans une conversation de femmes, tu verras leur tête et elles ont toutes été hyper marquées par ce scandale qu'il y a eu il y a 2 ans. Donc c'était il y a 3 ans, pardon, en plein pendant les présidentielles, en fait. Tu peux me rafraîchir la mémoire ? Ouais, tout à fait. C'était donc avril 2017 et il y a eu un gros scandale qui a été mis en lumière par des blogueuses et journalistes qui ont révélé que les protections hygiéniques vendues par les grandes marques contenaient des produits toxiques, donc des glyphosates, des phtalates, enfin des produits qui seraient même pas autorisés dans un gel douche, tout simplement parce qu'il n'y a pas de réglementation sur les produits d'hygiène intime. Et pas de peau, c'est quand même des produits qui sont en contact avec la zone la plus fragile et perméable du corps de la femme. Évidemment, comment ça se fait qu'il n'y ait pas de réglementation ? Écoute, pour le moment, ça s'est pas tombé sur la pile du ministre de la Santé ou de je ne sais pas quoi, mais en tout cas, il y a eu ce scandale et malgré tout, en fait, il y a eu des recommandations et des demandes de baisser un petit peu les produits toxiques, quand même, ça serait bien, mais il n'y a aucune réglementation. Ok. Donc vous vous rencontrez, ça c'était en courant 2017 ? Septembre 2017. Septembre 2017, d'accord. Et donc, en fait, c'était un principe de start-up studio, donc il y avait une date de début de promo. Donc, en gros, on allait travailler sur ce projet-là dans 10 jours. Moi, j'étais en poste et j'avais mes 3 mois de préavis à faire. Et finalement, en fait, le projet m'a vraiment beaucoup turlupiné. Enfin, vraiment, je l'avais dans la tête tout le temps. Et finalement, la seule solution que j'ai eue, ça a été de faire un abandon de poste du jour au lendemain. Donc un soir, je suis partie de ma boîte en disant allez, salut, à demain. Et en fait, le lendemain, je suis pas revenue et je suis allée rejoindre Dorothée au Startup Studio pour monter Jo. Et voilà. Okay. Et maintenant, on est là. Super. Donc, 2 femmes entrepreneurs, c'était ta première boîte ? C'était notre première boîte à toutes les deux, ouais. Ok. Et alors, comment est-ce qu'on vit ça ? On a de la chance de beaucoup se marrer toutes les deux. Donc même si on a des galères parfois, même si on a toutes les deux des enfants, moi on a fait une levée en fin d'année, j'étais enceinte jusqu'aux yeux. Enfin voilà, on fait avec. On a une levée enceinte. Ouais, c'était assez sympa. C'est déjà pas si facile que ça une levée, mais enceinte, heureusement mon associé est en or et m'a dit bon là on arrête de prendre le métro, peut-être qu'on va prendre un Uber. Ok, d'accord. Ok, tu veux dire que ouais, ok, d'accord. Donc non, on n'a pas trop le choix. Enfin, on se pose pas plus de questions. C'est juste qu'on a des journées à rallonge. On fait une pause à 18h quand il faut aller chercher les enfants chez la nounou et on rallume l'ordi le soir et ça roule comme ça. D'accord. Je te demande juste un truc. Ton micro fait un tout petit peu de bruit. Je le tiens. Voilà. Merci, sympa. Alors forcément, tu peux pas comparer, mais tu as trouvé ça difficile ? Est-ce que le fait d'être une femme enceinte En fait, ça nous a permis de filtrer parce qu'en fait, il y a des fonds. Donc, c'est marrant ça. Ok, je comprends. Vas-y. Finalement, il y a des fonds qui étaient assez sympas. Tu vois, tu vois assez vite d'entrée, genre vous vous portez bien. Enfin, le truc un peu sympa. D'autres qu'on n'a rien à carrer. Et après, en soi, t'es pas obligé non plus de t'intéresser à la grossesse de tout le monde. Hein, c'est pas ça. Mais juste quand quelqu'un t'écrit en te disant Dorothée avait rencontré des fonds à un moment en fin de grossesse, genre à 8 mois, j'étais un peu fatiguée, donc je faisais plus les allers-retours parce que nous on est à Nantes. Même si c'est que 2 heures de train, c'était un peu crevant. Et du coup, Dorothée avait rencontré un fonds qui avait dit par contre, ce serait bien qu'on fasse une visio telle semaine. Et Dorothée avait dit c'est la semaine du terme de Colline, donc ça va être compliqué. Oui, on respecte bien la grossesse, mais cependant, ça serait bien.
Tu vois, ce genre de cas, tu te dis, bon, ok. Alors que bon, même il y en a un à qui on n'est pas parti et on s'entendait très bien, mais mon fils avait une semaine que j'étais déjà en visio avec eux parce qu'il fallait absolument que je leur pitch le BP, quoi. Bon, bah, voilà, ça te met le contexte. Et du coup, vous avez fait plusieurs levées? Oui. On s'est lancé avec un tour de Love Money parce que acheter des protections hygiéniques en coton bio, ça coûte cher. Donc on a fait un petit tour de Love Money. Ça, en gros, c'était des tickets qui allaient de 1 000 euros à. On a eu des personnes qui ont mis plus, genre 10 000 euros, ce qui est énorme. Mais on a eu du coup, on a une table de capitalisation énorme parce qu'on a beaucoup de business angels. Et c'est c'est des personnes grâce à qui on a pu se lancer. Donc on les remercie encore très chaleureusement. Donc ça, on a fait un tour de Love Money en 2018 pour le lancement, pour acheter la première prod. On a fait un tour de... Tu peux nous donner le montant? Ouais, c'était 80 000 euros. Ok. Et l'an dernier, on a fait un tour de seed de 400 000 euros. Ok. Et là, on est en train de signer une série A qui devrait être signée d'ici 10 jours. Donc, on y est presque. Quoi, en plein Covid, en plein confinement? Ouais, on a commencé. Alors, donc ça, c'était typiquement quand je te dis ça filtre le fait d'être enceinte. On les a rencontrés il y avait la grève aussi des trains en fin d'année qui nous a mis quelques bâtons dans les roues. Donc on les avait vus en visio. Gros coup de cœur humain, vraiment fit humain génial. Et finalement, j'ai pas pu les rencontrer parce que j'ai fini par accoucher à un moment. Donc je les ai vus, mon fils pareil, visio avec eux, mon fils dans les bras, et donc trop sympa. Et finalement, là, on est encore en train de finir les audits et compagnie. Et là, on signe la semaine prochaine aux mêmes conditions, donc super cool. Génial, c'est un fonds à Paris? Oui. Ok. Pour ceux qui écouteraient, pour vous, chers auditeurs, qui écouteraient ce podcast un peu plus tard dans la vie, dans l'année, on est en début avril 2020, ça fait 3 semaines, 2020, c'est ça, ça fait 3 semaines qu'on est tous confinés. Le pays s'arrête, 75% des gens sont au chômage partiel, non 25% pardon, des gens sont au chômage partiel, mais votre levée continue, c'est cool, hein, c'est bien. Ouais. Parce que je connais des VC ou des entrepreneurs qui sont beaucoup plus fébriles et qui ont, je vais pas dire tout arrêté, mais ouais, on en est super consciente. Franchement, on est super contente. Vraiment très contente. Vous avez commencé ce tour il y a combien de temps? Eh ben, octobre. Et donc finalement... 6 mois, bah ouais. Et vous auriez signé plus tôt ou c'était la date de signature initiale? On pensait signer plutôt mi-février, et après ça n'a rien à voir avec le Covid, c'est juste les aléas des allers-retours des hors Covid, ça aurait pris 6 mois aussi, c'est ça? Ouais, je pense. Ouais, aucun impact. C'est juste que nos avocats sont plus pris en ce moment, mais c'est pas... Enfin, on parle d'une semaine ou deux de différence. Hein. Ouais, mais c'est pas la fin du monde. Pas du tout. Et vous vous êtes fait accompagner ou vous le faites seul? On a nos avocats qui s'occupent de mais tout. vous n'avez pas de lever, je veux dire. Non, mais nos avocats sont vraiment géniaux et nous protègent beaucoup et sont toujours très protecteurs, donc c'est des bons accompagnateurs. Ok. Tu peux nous parler un peu des valeurs qui vous animent? Ouais, en fait c'est dans notre nom, Jo, c'est JHO comme juste et honnête. Okay. Honnête, c'est parce qu'en fait, quand on s'est lancé, bon, nous, on avait déjà un peu une idée de ce qu'on avait envie de faire comme marque, enfin, ce qu'on aimerait utiliser comme marque, mais on avait besoin de vérifier avec des vrais gens de la vraie vie aussi, enfin, d'autres personnes que nous, quoi, que nos idées. Et donc, on est allé dans un rayon de supermarché avec des petits ballotins de chocolat pour proposer des questions, poser des questions à des femmes dans la région d'hygiène intime. Et en gros, tout ce qui est remonté, c'est dégueulasse. On s'est foutu de notre gueule pendant des années avec ces produits nocifs. Et en plus de ça, c'est pas juste parce que je suis obligée de continuer de les acheter parce que j'ai mes règles tous les mois. Du coup, on est et qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. Et il y a des alternatives en magasin bio, mais tout le monde n'a pas un magasin bio en bas de chez lui. Tout le monde n'est pas prêt à passer aux produits réutilisables, genre les cups et compagnie. Donc, en gros, c'était un peu n'empêche que je suis obligée de revenir tous les mois dans ce rayon. Donc, nous, on a pris ces termes-là, et donc c'est ce qui est devenu juste et honnête, parce que enfin on vous propose des produits sains, et puis on est vraiment honnête dans toutes nos relations. Donc on va aussi bien notre relation avec les clientes que sur la composition des produits, on est très transparente sur tout. Et juste, c'est parce que les protections hygiéniques, c'est des produits de première nécessité. Ça, on l'oublie un peu souvent quand on a une collecte Resto du Cœur en bas de chez nous. On pense pas toujours aux protections hygiéniques. Et en fait, quand t'as pas de protection hygiénique, c'est quand même un peu galère tous les mois. Donc, pour chaque boîte achetée, on reverse une partie de notre chiffre d'affaires à 4 ONG avec qui on est partenaire
Quand on s'est lancé, on en avait 2. Et là, comme le chiffre d'affaires a bien augmenté, on a pu se permettre d'avoir 2 ONG en plus qui sont... Au lieu de donner plus aux 2 premières, vous avez rajouté des ONG? Ouais, parce que c'était des ONG les 2 premières qui n'avaient pas forcément des besoins supplémentaires et nous, on avait envie de diversifier un petit peu. Et en fait, un truc horrible parce qu'en fait, les 2 premières ONG qu'on a soutenues, c'était donc 2 super assos. C'était une qui est au Cameroun et une qui est en France, qui s'appelle Gynécologie sans frontières, mais qui œuvre à l'étranger. Okay. Et on a eu une vague de messages, racistes, on peut le dire, de personnes qui comprenaient pas pourquoi on ne donnait pas à des femmes en France. Voilà. Ce qui nous, quand tu vois le message, tu ne comprends pas spontanément. Je comprends pas où elle veut en venir. Ah d'accord, c'est parce qu'elles ne sont pas françaises. Ah oui d'accord, on aide des femmes migrantes en France. Du coup, nous on a continué là-dedans en se disant qu'on s'en fichait, on ne demandait pas les papiers à une personne qui était en situation de survie ou de précarité. Donc on a ces 2 ONG, on donne à une autre ONG maintenant qui est en Côte d'Ivoire, qui aide des petites filles qui sont petites filles et jeunes femmes qui sont qui ont été victimes de la traite économique et sexuelle. Donc là, on y est allé en mars, début mars, on allait voir l'association et génial, de voir l'impact vraiment de ce que nos clientes ont fait grâce. Attends, donne son nom que les gens puissent. Ça s'appelle Cavo Equiva. Cavo Equiva, comment tu l'écris? C-A-V-O, Equiva, c'est E-Q-U-I-V-A. C'est dans Abidjan. Et donc c'est une asso vraiment géniale. Et quand on est allé sur place, le président nous dit bon là tu vois le carrelage qui est par terre, c'est grâce à Jo. Là les grilles qui font que les filles elles peuvent aller enfin dehors le soir, ça c'est Jo. Donc impact hyper. C'est génial. Vraiment c'était. Vous avez donné combien depuis le début? On a donné près de 40 000 € depuis notre lancement. Ouais, c'est super. Donc pourquoi vous faites des dons et pas des dons en nature? Alors peut-être que vous faites les 2 d'ailleurs. On fait les 2. On fait pour Gynécologie sans frontières, pour les femmes migrantes, on donne en produits parce que c'est vraiment les produits dont ils ont besoin pour aller dans les camps voir les femmes migrantes. Par contre, pour les assos à l'étranger, en fait, c'est plus pertinent d'injecter de l'argent plutôt dans l'économie plutôt que donner des produits. Et puis, par exemple, au Cameroun, on va plutôt payer un atelier de protection hygiénique lavable plutôt que d'utiliser du jetable. Ok. Donc, génial. Super, ça fait quand même 2% de votre CA, c'est très, c'est louable, c'est formidable. Ok, donc juste et honnête, les valeurs qui vous animent. Et tu l'as dit tout à l'heure, quand tu parlais de ta levée en Love Money, que c'était pour acheter des produits. Donc, vous ne fabriquez pas les produits? Non. Okay. Non, en fait, il y a très très peu de fabricants en Europe qui font des protections en coton bio, certifié vraiment de bonne qualité. Et en fait, c'était ça le premier challenge quand on a commencé la boîte, ça a été de trouver un fabricant qui était clean et qui acceptait surtout des petits minimums de commandes. Des petites quantités, ouais. Parce que quand tu te lances, même si tu as réussi à lever 80 000 en Love Money, ce qui est génial, tu peux pas acheter non plus grand-chose. Et du coup, on a trouvé un fabricant qui est en Espagne, qui fait des produits super bien, du coton bio qui est certifié, donc super qualité de coton aussi. Et donc voilà, c'était dès qu'on a trouvé le fabricant, c'était parti, mais c'était vraiment un premier challenge. D'accord, c'est difficile de fabriquer ? Oui, en fait, c'est que c'est des machines qui coûtent vraiment très très cher et c'est des process qui nécessitent du temps en fait de s'approprier les machines et de pouvoir se lancer dessus. Ok, mais si tu dis qu'il y a peu de fabricants en Europe qui sont avec des produits valables, ça veut dire que vous les partagez avec d'autres ? Oui. D'accord. Du coup, la concurrence, quand vous arrivez sur le marché il y a 2 ans, c'est quoi ? Alors la concurrence, elle est triple. Il y a les gros leaders du marché dont tu parlais tout à l'heure, mais qui ont été vachement épinglés pendant le scandale. Enfin, pendant le scandale, il y a quand même eu plusieurs marques qui ont été vraiment montrées du doigt en disant... il y a eu des pétitions aussi qui ont tourné pour demander à ces marques de réduire déjà d'afficher la composition de leurs produits, parce que ça, tu peux pas trouver la composition sur une boîte, et aussi réduire les produits toxiques. Donc les grandes marques ont été quand même pas mal ébranlées par le scandale. Les deuxièmes concurrents, c'est les marques bio en magasin bio ou sur Internet, mais c'est des marques historiques qui sont vraiment de super qualité. Le seul truc, nous, c'est qu'on trouvait que c'était des marques un petit peu désuètes en marketing, un peu pas forcément toute la partie don. Enfin, la partie ONG n'existe pas chez elles. Donc, on se disait, bon, voilà, il y a les clients attendent autre chose. Et troisième groupe de concurrence, c'est qu'il y a d'autres marques qui sont lancées en même temps que nous sur exactement le même concept et potentiellement avec les mêmes produits que nous. C'est rigolo, ça. Donc, tout se fait sur l'image, le marketing. Ouais, tout à fait. Mais le produit acheté est le même. D'accord. Exactement. Et ça va
continuez? Est-ce que vous n'avez qu'un seul prestataire? On n'avait qu'un prestataire, mais là, comme justement on a atteint les minimums enfin les minimums du dessus, en gros, on peut se permettre maintenant d'aller voir d'autres fabricants que les autres on soupçonne les autres startups de ne pas avoir auxquels elles n'ont pas encore accès, pardon. Donc Ok. on va pouvoir se diversifier grâce à nos nouveaux fabricants. Et ça vous permet de quoi? Diversifier les produits, réduire les coûts? Un petit mélange de tout, de proposer des nouveaux produits, d'avoir des coûts moins importants. En fait, après un tampon en coton bio, que ce soit le fabricant X ou Y, finalement, c'est comme sur une brosse à dents, t'as pas grand-chose en innovation. Enfin, quoique sur une brosse à dents, peut-être plus. Mais sur un tampon, t'as pas 10 000 innovations possibles, quoi. Ok, je comprends. Super. Et donc, il y a 2 ans, vous faites une levée Friends and Family, vous sourcez des fabricants. C'est difficile d'en trouver puisque peu de fabricants sont, j'allais dire homologués, mais en tout cas font les produits que vous cherchez. Vous établissez, j'imagine, votre plateforme de marque. Vous le faites en interne, en externe? En interne. Ouais, ça En c'était interne. vraiment la partie pour le coup où on était à l'aise, c'était nos métiers d'abord. Autant il y a des sujets où on connaissait pas du tout, donc on a tout découvert. Autant ça c'était une partie qui nous bottait à fond et surtout qui nous parlait un petit peu. Ok. Vous avez utilisé des techniques, vous avez fait des user insights, des interviews avec. Ouais, on a rencontré pas mal, vraiment, là le coup dans le rayon du supermarché où on a rencontré pas mal de femmes, mais aussi depuis le lancement, mais même après le lancement, on est quand même resté tout le temps en contact avec nos clientes. C'est ce qui a fait que 6 mois après le lancement, on a fait une refonte du site complète. En fait, régulièrement, on ressonde de nos clientes et prospects d'ailleurs. Vos premières ambassadrices, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, justement, C'est rigolo, comme tu dis, c'est nos 2 ans aujourd'hui. Donc là, on sait qu'il y a des filles qui sont abonnées depuis le 9 avril 2018. Donc là, on leur a glissé une petite surprise dans leur colis. Enfin, on reste quand même très proche de toutes ces femmes. 50 000 clientes, c'est ce que tu me disais en intro? Ouais. À date, ok, ouais. Touché. Et cette première base, elle était de combien de filles? La première, quand tu dis première base, le premier cercle, le premier cercle de personnes que vous avez interviewées, que vous avez, j'imagine, embasé pour pouvoir les recontacter a posteriori. Une centaine, mais en fait, ce qu'on a fait surtout, c'est que pour le lancement, on a fait un pré-lancement, mais pas pré-financement, mais une petite campagne de pré-lancement qui était en fait, je sais pas si tu vois le Dollar Shave Club, leur vidéo aux États-Unis qui avait vachement bien marché. Évidemment, et chers auditeurs, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à chercher ça sur YouTube, Billion Dollar Shave Club. Très fun, ok. Et donc en gros, on s'est dit il fallait qu'on fasse une vidéo pour le lancement. Donc on avait fait une vidéo avec les moyens du bord, elle nous a coûté 1 000 €, je crois même pas, mais une petite vidéo où on expliquait le concept. On n'était même pas encore lancé. De mémoire, je crois que c'est même pas les bons packaging qui sont dans la vidéo. Enfin, c'est voilà. Et en gros, on avait fait une landing page avec la vidéo et on invitait les personnes à rentrer leur adresse mail et il y avait une petite incentive, c'était si tu invitais des copines qui venaient aussi s'inscrire, tu gagnais, tu avais une jauge à cadeaux et plus t'invitais de copines, plus tu avais un cadeau cool. Et donc on offrait une boîte, un tote bag, je sais même plus ce qu'on offrait. Et il y avait un seuil, c'est si t'invitais 50 copines, t'avais une surprise. Bon on a eu tous les sites de tricheurs, les groupes Facebook de concouristes qui ont débarqué. On a réussi à les exclure, mais grâce à ça, on a quand même réussi à partir avec une base de 800 personnes qu'on a pu contacter le jour du lancement. Et le jour du lancement, on a fait une belle journée. C'était grâce à ça, on a pu bien se lancer dès le départ, quoi. Ok. Vous l'avez fait vous-même, du coup, cette campagne de pré-lancement, cette landing? Ouais, en fait, vous n'avez pas voulu utiliser une plateforme Non, ouais, mais en fait, c'était pas financier, c'était vraiment juste se faire connaître, quoi. Ok. Pourquoi ce choix? Parce qu'on avait, alors c'était à tort très certainement, mais on avait peur qu'il y ait une image peut-être un petit peu moins. En fait, la marque qu'on voulait lancer, c'était forcément on est un peu plus cher que les marques en supermarché puisqu'on fait du coton bio et que c'est de la qualité. Et donc on se disait on voulait un peu poser le truc un peu premium et on avait peur que ça détériore l'image, mais vraiment c'était il y a 2 ans, donc pas forcément justifié, quoi. Je pose la question parce que très souvent ces campagnes de crowdfunding, de pré-lancement permettent aussi d'un peu d'engager complètement un futur client parce qu'il a posé sa carte bleue et ensuite ça permet, alors je sais plus qui, mais je crois que c'était justement les Mini-Mondes, ça permet d'aller voir un banquier en disant j'ai déjà fait 10 000 ventes. Carrément. Ok. Donc vous partez avec presque 1000 personnes. Ouais. Elle a duré combien de temps cette campagne de pré-lancement? 1 mois et demi, je dirais.
Vous avez activé. Alors, je m'excuse par avance auprès de mes auditeurs, mais s'il y a des monstres qui rentrent dans la pièce, c'est mes filles. Après une petite interruption, je l'entends crier derrière la porte. Un petit mois, tu m'as dit. Ouais. Ok. Un mois et demi. Ouais. Et ça, c'était vraiment juste avant le lancement. C'est-à-dire qu'au bout du mois et demi, vous avez lancé le produit. Ouais, c'est ça. Okay. 800 personnes, j'imagine que vous avez activé les 100 premières filles qui étaient... Oui. Non, ok. Et alors, raconte-nous le lancement. Comment est-ce que vous avez activé cette communauté ? Et le lancement, on a fait un email pour dire ça y est, c'est bon, on est parti. On a dû redire passe le mot à tes copines. On a pu aussi les recontacter parce qu'il y en avait pas mal qui avaient gagné des cadeaux quand même au final. Donc on a pu leur réécrire parce qu'en plus c'était un cadeau mais peut-être sous forme de code promo, je crois. Donc elles pouvaient commander directement sur le site. Donc on leur envoyait pas direct, donc ça les faisait venir sur le site. Et finalement les 2 premiers jours, on a dû faire des journées à 150 conversions quand même, je crois. Donc ce qui était cool pour un lancement. Ouais, c'est très bien. Et après, on les a pas mal recontactés par mail. C'était principalement par mail à ce moment-là. Ok, très bien. La première version du site, elle était en quelle techno ? C'était un site from scratch. Et en fait, 6 mois après, on est passé sur WordPress. Et là, on repasse from scratch. Ok, bon, on y reviendra tout à l'heure. D'accord, super. Bah, raconte-nous le lancement du coup. Comment est-ce qu'on accélère pour passer de 800 premières filles intéressées à près de 50 000 clients servis 2 ans plus tard ? Comment est-ce que tu as géré cette communauté Finalement, c'était toujours le même truc, mais c'était de rester proche de nos clientes. Nos clientes, ce qu'elles voulaient, c'était... aussi, on avait dû lancer la page Facebook, mais toi, on faisait pas de pub à ce moment-là. On les contactait vraiment que par mail au départ. Et finalement, en continuant d'interroger des femmes, on s'est rendu compte que ce qu'elles avaient besoin, c'était de tester, parce que il y a 2 ans, finalement, il n'y avait pas beaucoup de marques encore bio. La question vraiment pragmatique, c'était mais un tampon bio, il va être blanc, ou est-ce qu'il va être marronasse comme les sacs en maïs. Donc, il y avait vraiment des questions hyper précises et besoin de réassurance. Et nous, ce qu'on avait donc identifié pendant nos premiers user tests, c'était que les filles avaient besoin d'être rassurées et de confort. Donc c'est ça qui a fait notre diff aussi par rapport à certaines marques, c'est qu'on sait qu'on parle à tout le monde et vraiment ce que les femmes veulent, on parle quand même de leur hygiène intime, même s'il y a des filles qui sont très à l'aise pour en parler, ça reste un sujet quand même intime et t'as envie qu'on te respecte, qu'on te parle de douceur, confort quand même. Du coup, on a continué de les interroger et rester quand même sur cette lignée, et donc cette idée de tester est revenue tout le temps. Donc c'est pour ça qu'on a relancé un site 6 mois après, qui était avec une offre de test où tu pouvais choisir de recevoir d'abord ta boîte d'essai. Tu la recevais, tu payais un prix minime, tu payais que les frais de port. Les frais de port. Donc tu recevais ta boîte et un mois après, ton abonnement doit débuter. Si tu avais besoin de te résilier, tu résiliais. Si les produits te convenaient pas, tu résiliais en un clic. Okay. Et ça a fait un boom à ce moment-là, surtout qu'on a commencé à mettre du budget, à tester pas mal de leviers en marketing au même moment. On arrivait en levée seed à ce moment-là, et du coup là, c'était les mois les premiers mois assez cool en termes de chiffre d'affaires. Donc là, on est début 2019, c'est ça ? Même fin 2018 plutôt. Fin 2018, ouais. Ok. Tu te souviens du taux de conversion à la fin de ce premier mois ? Il y avait combien, sur 100 personnes, combien se désabonnaient ? En taux de churn. La période test, ouais. La période test, c'était un taux de churn assez faible finalement, c'était que de 10% parce que on avait mis suffisamment élevé les frais de port. Tu vois, je crois que c'était 4,96. Tu payais 4,96 pour avoir ta boîte gratuite, là où une boîte est à 5,90. C'est pas déconnant, quoi. Donc au moins tu savais que, on mettait quand même une barrière à toutes les filles parce qu'on avait été quand même pas mal échaudés avec notre petite incentive qui faisait que toutes les concouristes étaient venues gagner une boîte de tampons. Quand tu viens de te lancer, t'as pas trop envie d'envoyer des milliers de boîtes gratos. Et du coup, on avait mis cette petite barrière psychologique des 5 € de frais de port, en gros, qui faisait que tout le monde balançait pas non plus son email, n'achetait pas non plus la boîte sans objectif de racheter derrière. D'accord, mais donc seuls 10% des filles qui testaient le produit se désabonnaient et ne confirmaient pas ensuite. Ouais, et on a posé la question, ça aussi, on peut reposer les questions, et t'en as qui disaient clairement, je voulais juste la boîte gratos. Bon, très bien. Et après, d'autres, c'est, là, je vais rentrer dans du très, très technique, mais les produits me conviennent pas parce que j'ai des flux plus importants, parce que plein de questions, des questions vraiment liées au produit, où là, on est encore trop jeune pour proposer d'autres produits, mais une gamme plus large. Ouais. Mais on le fera, donc voilà. D'accord. Donc ça, c'était la première accélération, et si je fais une avance rapide jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des évolutions produits depuis le début ?
On a lancé d'autres produits. On a lancé des tampons avec applicateur en carton en fin d'année 2018, donc finalement 6 mois après le lancement. La grosse innovation, enfin grosse nouveauté sur le site, on a lancé les culottes de règles, culottes menstruelles, début mars, et on est en rupture sur plusieurs tailles. Et puis maintenant, Covid oblige, nos produits sont bloqués à l'entrepôt de producteurs. Mais elles vont bientôt revenir. Et on va sortir d'autres produits là début mai. Finalement, nos produits sont des produits de première nécessité, des produits considérés comme essentiels. Donc, même notre producteur, par exemple, qui est dans des pays confinés, nos producteurs dans des pays confinés continuent de produire parce c'est des produits essentiels. Essentiel, première nécessité, donc le droit les de passer usines pendant continuent de tourner. C'est juste qu'elles peuvent pas être livrées, mais. Est-ce que c'est pas l'Écosse qui, il y a 1 mois ou 2 mois, a offert la gratuité des. Ouais, c'est ça, hein? C'est ça, ouais. Et du coup, comment ça marche? C'est l'État rembourse ou c'est gratuit? Je t'avoue, je sais même pas dans les faits comment ça doit être. Je sais qu'en France, c'est génial. T'as une mutuelle étudiante qui rembourse à hauteur de 25 € je crois, par an, les protections hygiéniques pour leurs adhérentes. Vachement bien parce que finalement, 25 €, ça te fait pas toute l'année, hein, du tout, mais ça te rembourse quelques mois. Donc, il y a des belles premières initiatives. Écoute, c'est génial que tu dis ça parce que je me suis jamais posé la question. Combien ça coûte, les règles? Il y a des études qui disent, je crois, c'est à peu près 7,50 € par mois, je crois qu'ils disent. Enfin, tu vois, dans les études, après, selon les études... Donc, c'est pas astronomique, c'est 100 balles par an. C'est ça. Après, sur du coton bio, forcément, c'est peut-être un peu plus cher, bien sûr, si tu veux de la qualité ou non. Mais ouais, c'est dans ces budgets-là. C'est pas astronomique selon ton revenu, mais ça peut être des femmes qui ont par exemple des gros flux, qui sont obligées d'acheter 5 paquets là où une autre peut en acheter qu'un. Et ça peut vite devenir quand même un budget quand même pour des petits revenus. C'est quand même pas, c'est pas négligeable du tout quand même tous les mois pour les femmes. Et l'équivalent chez vous, puisque ça c'est une moyenne marché, l'équivalent chez vous pour on dit quoi, se protéger, non mais s'équiper, s'équiper pendant 1 an chez Jo, ça coûterait combien pour une moyenne? Une moyenne, si tu utilises 2 boîtes par mois, c'est 11 €, c'est à peine 12 € par mois. Ouais, donc on est à 140, ouais. entre 130 et 150 € par an. Ouais. Ok. Avec de la qualité et du coton bio certifié, de la douceur et des dons faits aux femmes. Et 50% de plus que ce que vous ouvrez en. Ok. Donc une valeur cliente de 150 € par an à partir du moment où tu arrives à la signer, espérant qu'elle reste là le plus longtemps possible. Objectivement, les règles, on les a pendant quoi, une trentaine d'années, quarantaine d'années? Je dis de 11 ans à 50 ans, quarantaine. Ouais, quarantaine d'années. Ouais. Ok. Donc je vois l'intérêt. Alors, je reviens un peu en arrière. J'ai dit avance rapide. Aujourd'hui, tu m'as parlé de la gamme de produits. Ouais. En termes de vente, quel est le mix? Alors, les culottes de règles, ça vient de sortir, c'est ça? Ça vient tout juste de sortir, mais en fait, dès le départ, on a fait le choix de proposer aussi bien de l'abonnement que de l'achat unique, donc du one shot, parce que finalement, aux États-Unis, donc le concept existait déjà aux États-Unis, donc c'est vraiment pas une invention de notre part. On se permet de le souligner. Le concept existait déjà, et par contre, aux États-Unis, ils sont pro-abonnement. Enfin, en tout cas, il y avait que de l'abonnement sur tous les sites, même les rasoirs, t'as que l'abonnement. Et nous, en fait, en faisant nos premiers user tests, on s'est rendu compte qu'il y a quand même une grosse appréhension avec le mot de l'abonnement. Je sais pas si on a été marqué par les abonnements téléphoniques ou les abonnements, je sais pas quoi, qui nous ont ferré, et on a toujours cette image d'abonnement qui va te bloquer à vie. Du coup, on a fait le choix de proposer du one shot et de l'abonnement sur le site. Au départ, on avait pas mal de one shot, c'était presque 50-50, et maintenant on est plutôt parmi les nouvelles clientes, il y a 30% de one shot et 70% d'abonnement. Alors je le prends en note, 50-50 au début. Ouais. Objectivement, la marque vient d'être créée, il faut l'asseoir un peu, le tester, créer de la fidélité. Ouais. Et aujourd'hui, tu me dis 60-40 ou 70-30? 70-30. 70-30 ouais. En abo et 30 en one shot. Ouais. Génial, ça veut dire que tu as réussi à convaincre une bonne partie de tes... En fait, ça prouve que tu fidélises. Exactement, ouais. Oui, puis après là c'est sur les nouvelles clientes, mais dans la part de nos commandes, comme on a tous les renouvellements d'abonnement, maintenant la part des commandes d'abonnement, elle est de 85%, un truc comme ça. Mais je crois, et j'avais lu ça quelque part, je serais incapable de reciter où, mais que c'est comme le Covid. Je crois que quand tu passes la barre des deux tiers, donc 66%, d'abo versus one shot, avec un bon produit, c'est là que tu es vraiment en croissance forte. Ah, cool. Ouais. Ok. Et du coup, comment vous travaillez
Vous les travaillez différemment, les one-shots et les Ouais. tableaux? Bah, en fait, finalement, on s'est rendu compte que tu as des personnes tu vois, c'est comme, t'avais invité quelqu'un du petit ballon, pardon. Et Petit bidon aussi, si tu oui, veux, mais oui, ça, oui, c'est t'avais tard dans la soirée. chez les petits ballons, moi je pensais, la petit ballon. Il parlait aussi des commandes en one shot. Finalement, t'as des gens aussi qui achètent, qui veulent juste pas s'abonner, mais qui vont continuer d'acheter en one shot. Nous, on a des clientes qu'on a questionnées et ou non, qu'on n'a même pas encore questionné, mais on voit qu'il y a des femmes qui vont racheter à la même fréquence que si elles étaient abonnées. Pourtant, elles payent des frais de port en one shot et pas en abonnement. Mais en fait, il suffit juste peut-être de leur envoyer un petit code promo pour qu'elles recommandent de temps en temps, mais elles veulent juste pas s'abonner. Et ça, en fait, faut juste l'accepter. Donc, on sait qu'on va les contacter différemment. Donc, dans les one-shots, t'as ceux qui ne veulent pas s'abonner. Ouais. T'as ceux qui viennent pour tester. Toi, tu le sais pas au moment où... Si, parce que c'est un premier client ou un client existant. Ouais. Et est-ce que tu travailles quelque chose dans la boîte pour les pousser vers de l'abonnement? Oui, les petits cartons de remerciement, ce genre de choses, ouais. Ok. Et de l'emailing? Ouais. Que tu fais que tu rends du coup spécifique pour les one shot versus collection sur abonnement. Ok. Très bien, très bien. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui à ton tableau de bord quel est le KPI qui t'obsède le plus? Le taux de churn. Aujourd'hui, c'est le taux de churn qu'on a en gros en objectif. Parce que finalement, ça coûte cher d'acquérir des nouvelles clientes. Donc, on se dit, finalement, est-ce que c'est pas le but principal, c'est plutôt de fidéliser nos clientes, parce qu'on voit qu'il y en a qui sont là depuis le début. Donc, finalement, c'est que nos produits sont bien, que le service est bien. Donc, il faut juste le montrer à tout le monde. Donc, franchement, notre KPI du moment, c'est le churn. Parce que tout est lié. Quand on sort des nouveaux produits, on sait que ça va jouer dessus. Et après, si, toujours le pourcentage des nouvelles abonnées, si, bien sûr. Ok. Mais ouais, c'est principalement ça. Alors, pour rester sur le churn, comment est-ce que tu le travailles? On a des cohortes parce qu'en fait, on a des abonnements. Nos abonnements sont trimestriels. Donc, par exemple, les filles qui sont abonnées en janvier, elles renouvellent en avril. Enfin, on regarde plutôt par cohorte. Et là, puis comme on a lancé plusieurs sites, on a refondu le site plusieurs fois plutôt. On voit les évolutions en fonction des devs qui ont été faits sur le site. D'où l'intérêt pour nous qui a été d'internaliser le dev et d'avoir un développeur en interne. Au bout d'à peine un an, on a recruté Guillaume, notre super développeur. Salut Guillaume. Est-ce que tu as des exemples justement de ce qui a été travaillé sur le site pour réduire ce taux de churn? Est-ce que tu as des conseils à donner en fait? Quels sont tes apprentissages? Oui. Après, nous, on a pas mal testé parce qu'on a une deuxième personne qui est arrivée, qui est Sylvain. Salut Sylvain, qui est en acquisition. Et on a un petit trinôme comme ça où on teste pas mal de choses. Des trucs tout bêtes, hein, ça va du bouton sur la home à un process d'abonnement. Donc, on a pas mal travaillé le process d'abonnement parce qu'on a cette histoire de boîte offerte qu'on avait avant. Et en fait, ça, c'est toujours disponible? On l'a arrêté parce qu'on a relancé un nouveau site il y a un mois. Et là, on l'a relancé aujourd'hui, la boîte offerte. Ah oui, alors, enfin, du coton bio et du post-it, je découvre, je le vois. C'est le gros cadeau, la boîte offerte. Ok, super. Pardon, pour revenir à tes apprentissages sur la réduction du taux de churn, qu'est-ce que vous avez changé? Est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu peux nous donner? Ça a été aussi la facilité pour les clients. Nous, en fait, quand tu t'abonnes chez Jo, tu peux résilier, mettre en pause ou modifier ton colis en un clic dans l'espace client. Et ça a été de le rendre encore plus fluide, plus facile, c'était aussi bien pour la constitution de l'abonnement, mais en fait, pour réduire le churn, c'était surtout une fois que t'es abonné, t'es pas pieds et mains liés à Jo, tu peux modifier ton abonnement, rajouter des boîtes, retirer des boîtes en un clic. Et ça a été hyper apprécié par les clientes qui n'ont plus besoin de nous envoyer un mail, elles font tout dans leur compte directement. Et ça, c'était super. Ok, je trouve ça hyper intéressant et c'est marrant, on y avait travaillé avec un partenaire il y a un peu une année, un peu moins d'un an d'ailleurs, qui devrait se lancer d'ici peu. Il s'agit de What Matters, qui fait des produits d'hygiène, d'entretien pour la maison. Et on était arrivé à ce constat que l'abonnement, c'est chiant en fait. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir en tant que client, évidemment en tant que e-commerçant, c'est formidable. Ouais. Mais en tant que client, c'est chiant l'abonnement. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir ton panier sur mesure qui t'est adapté. Et que tu peux déclencher ou mettre en pause ou snoozer, je sais pas comment on dit en français, reculer d'une semaine, mettre en pause. Je me souviens d'une marque, alors je vais pas donner son nom, mais
qui livrait des paquets frais pour de produits frais pour faire des repas. Et qui était sur abonnement, évidemment, c'était mensuel, et la pause de l'abonnement, il fallait au fin fond du compte, et sur une deuxième page, puis une troisième, et ouvrir un onglet, et puis j'ai eu le cas sur des lentilles, j'ai dû appeler le SAV. Et franchement, ça m'a rendu folle. Quel enfer. Ça te donne qu'une seule envie, en fait, c'est de te désabonner. Ah bah oui. Une belle réduction de churn, c'est de rendre ça simple et limpide. Exactement. En fait, on le matraque partout, en fait, en disant, au début, c'était, est-ce qu'on peut écrire dès la home que tu peux résilier? Et en fait, on le met quand même partout parce que c'est ce qu'apprécient nos clientes, c'est qu'elles peuvent se désabonner, mettre en pause, modifier en un clic, quoi. Elles sont libres. C'est un curseur qui est pas facile à trouver, mais je suis d'accord que c'est important, et je pense que ça aide à transformer le panier, quoi. Ok. Tu parlais de l'équipe, donc Sylvain, Guillaume, je crois, tu m'as dit que vous étiez 8. Ouais. C'est important, l'équipe. Vous êtes sur quel poste tu as recruté en premier? On a recruté notre première personne, c'était Louise, notre chef de produit, qui venait de l'hygiène intime. On a eu un bol monstre de croiser la route de Louise à Nantes. Elle connaissait déjà le milieu des garnitures, comme elle dit, des protections hygiéniques. Donc ça, c'était au bout d'1 an. En fait, on est resté 1 an et demi quand même que toutes les deux avec Dorothée. Donc au bout d'1 an et demi, Louise est arrivée. Quelques semaines après, Guillaume est arrivé, donc notre dev, et donc là c'était vraiment, on était passé par des personnes en freelance très sympas mais jamais dispo, qui nous coûtaient cher, et on a internalisé. C'était vraiment un choix génial, vraiment on reviendrait jamais dessus, c'est super. Et truc hyper important pour nous, c'est que les personnes qui sont venues aussi pour les valeurs de Jo. Ils sont pas venus juste par une passion pour les tampons, qui est quand même bien présente, j'imagine. Mais ils sont venus aussi, surtout pour les valeurs, en disant, Guillaume par exemple, il nous avait dit, moi j'ai pas mal voyagé, et la précarité menstruelle, ok, ça me parle bien, c'est un truc qui me touche, et du coup, qui est venu, parce que trouver un dev, c'est quand même pas facile. Et un dev à Nantes intéressé par la précarité menstruelle. C'était pas gagné, et on a trouvé notre pépite, donc qui est Guillaume. Et après, on a recruté Sarah, notre responsable service client. On passait en freelance avant avec quelqu'un en relation client, et donc on a internalisé ce poste. Et attends, restons là-dessus un instant. Ouais. Avant, vous étiez avec un free, c'est-à-dire une personne qui était. Oui, pardon, vas-y. Comment ça marchait? Je veux dire, il y avait des remontées sur le site ou par email. Ouais. Vous les traitiez dans un outil? Non, gestion de mail basique dans direct. Gmail. Okay. Ouais. Et pourquoi vous avez décidé d'internaliser? Parce que on commençait à avoir vraiment besoin de quelqu'un à temps plein, et que finalement c'était plus pertinent d'avoir quelqu'un en CDI qui était tout le temps sur place pour échanger avec Guillaume justement, avec nous, qui pouvait nous remonter des trucs pour les produits et pour Louise. Donc c'était aussi dans un souci, on se disait on n'est que 4, c'est bien si tout le monde est sur place. Ok, entendu. Donc Sarah, notre super responsable SAV, et après Sylvain est arrivé, notre responsable acquisition. Et là, c'était génial aussi parce qu'on faisait un peu avec les moyens du bord sur l'acquisition, que ce soit sur Facebook, l'emailing. On casait ça dans nos emplois du temps avec Dorothée. Et donc là, on a Sylvain qui est arrivé à temps plein dessus. Sylvain qui écoute le panier toutes les semaines, et avec qui on se raconte, t'as écouté le dernier, t'as entendu ça, et avec qui on se dit ce qu'on peut mettre en place. Donc ça fait plaisir. Salut Sylvain. Salut Sylvain. C'est quelqu'un qui a toujours plein d'idées sur l'acquisition. Donc ça, c'est pareil, aussi bien pour l'intérêt pour Jo, mais c'est hyper stimulant d'avoir des personnes comme ça en interne. Donc c'est vraiment, on a une super équipe. On a beaucoup de chance. Super, ça me permet de faire une belle transition justement sur l'acquisition. Qu'est-ce que vous avez testé? Qu'est-ce qui marche? Quels sont vos canaux préférés? Et en fait, c'était en septembre 2018, donc on était lancé depuis 6 mois. On a fait le test on a un peu le truc, on se disait on met un petit budget sur plein de leviers, puis on voit ce que ça donne, on augmente un peu les budgets, on voit ce que ça donne, on continue. Ça, vous le faisiez vous-même? Ça, on a toujours tout fait nous-mêmes, donc à ce moment-là, on s'était pas... En digital, c'est ça, c'était déjà ton métier d'avant. Hein. C'est ça, ouais. Mais on s'est pas censuré pour autant, tu vois, on a même fait de l'asilage boîte aux lettres, on a fait plein de choses. En gros, on a mis... De quoi, pardon? De l'asilage en boîte aux lettres, des petits flyers dans les boîtes aux lettres. J'avais jamais entendu ce terme, asilage. Oui, quand on met des petits flyers dans ton colis Yves Rocher, et qu'en fait c'est la Redoute qui te parle, et ça s'appelle de l'asilage. D'accord, asilage, ok. Et donc ça, on a fait ça, et en fait on a testé plein de trucs, et tu vois, on regardait le CAC, et on se disait les 2 meilleurs, on continue, on met un budget un peu plus important. Et figure-toi que c'était les réseaux sociaux qui marchaient le mieux. Quelle surprise. Mais en fait, on a vu que... En organique ou en acquise? En payant.
En payant, Ouais. ok. Et donc là, c'est à partir de ce moment-là, on a commencé à mettre du budget sur Facebook. Nous, on a fait beaucoup de vidéos. Assez. Enfin, tu vois, on n'a jamais embauché quelqu'un. Dorothée, elle a des super compétences en, en rédaction d'un scénario, de recruter le bon cadreur. C'était son métier avant, donc on a ces compétences-là en interne. Donc finalement, on a toujours fait en interne, vraiment à moindre coût. Et c'est finalement nos vidéos qu'on a créées où on voit nos produits, on voit nos gueules en disant voilà ce qu'on a fait, voilà ce que c'est Jo. Et c'est ça qui a bien marché. Alors, dans la galaxie Facebook, qu'est-ce que vous privilégiez? Qu'est-ce que vous préférez? Insta. Enfin, Insta. après, finalement, en fait, au départ, c'est Facebook qui a surtout fonctionné. On a une vidéo sur fond rose, donc on appelle la vidéo rose, qui a fonctionné pendant 1 an et demi, qui a dû nous coûter pareil, à peine 1 000 €, je pense, et qui a vraiment qui a apporté plein d'acquisitions. Donc en fait, on teste pas mal dans la philosophie en se disant on n'a pas des budgets de fou, donc on fait plutôt des petits tests, on voit ce qui marche pas, et puis on augmente tout en maîtrisant le CAC. C'est pour ça c'est super d'avoir aussi Sylvain en interne, c'est de toujours bien regarder si on n'y perd pas des plumes, quoi, si on garde un CAC intéressant. D'accord. Et du coup, ça c'était avant l'arrivée de Sylvain ou depuis Ouais, en avec fait, on a Sylvain? commencé avant Sylvain et finalement, c'était un peu casé dans nos emplois du temps quand on avait le temps. Donc, on continue de mettre du budget, mais c'était peut-être pas aussi bien maîtrisé. Enfin, sûr, c'était moins bien maîtrisé que maintenant qu'on a Sylvain qui suit le CAC au quotidien, quoi. D'accord. Et vous privilégiez toujours les réseaux sociaux? Oui, tout en se disant, là, c'est notre objectif aussi, c'est d'être un peu plus indépendant en part d'acquisition sur les réseaux, c'est de trouver d'autres leviers aussi et un peu se diversifier. Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire du SEO dans ce domaine? On a fait attention Il y a de la recherche? Oui, ouais, ben puis en fait, on est pas mal lié à l'actualité. Par exemple, il y a une jeune femme en Belgique qui a eu des soucis, très gros soucis de santé, qui a fait un syndrome du choc toxique je me rappelle plus, c'est février. Enfin là, il y a peu de temps, et en fait, tu vois la courbe de Attends, recherche. syndrome du choc toxique? Oui, alors en fait, les protections hygiéniques, s'il y a eu le scandale il y a 2 ans, c'est que Il y a 2 ans dont notamment tu parlais, ouais. il y a des cas, en fait, c'est quand tu es porteur d'un staphylocoque doré particulier, combiné avec le port d'un tampon ou d'une cup, enfin en gros d'avoir quelque chose en interne qui fait que tu as du sang qui stagne, fait que tu peux développer ce syndrome du choc toxique. Je veux pas faire de raccourci, j'invite tout le monde à regarder plutôt des explications médicales plutôt que mon raccourci, enfin mon explication Ok. en 20 secondes. Mais en gros, si c'est pour ça qu'il faut pas porter un tampon ou une cup trop longtemps, c'est pour ça que c'est écrit sur toutes les boîtes de bien penser à changer ses protections souvent. Parce que sinon, en fait, dans des très très rares cas, tu peux développer ce syndrome qui a des conséquences très graves parce que le cas qui a été surmédiatisé, c'est une mannequin américaine qui a dû se faire amputer d'une jambe, voire des deux même après plus tard. Ok. Donc c'est un truc très Alors sérieux, voilà. mais qui est auquel il faut faire très attention et qui est bien expliqué sur toutes les boîtes de protection hygiénique maintenant, quelle que soit la marque. Très bien, je referme la parenthèse. Du coup, tu me disais qu'il y a quand même un lien avec l'actualité sur votre le SEO. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez vous le gérez en interne? Oui. Vous produisez des contenus, On textes? produit des contenus, on a un blog, on a quand même une ancienne journaliste parmi nous, donc on a des Oui, compétences c'est vrai, Dorothée, rédactionnelles. On évidemment. a vraiment beaucoup de chance. Et puis en fait, dès le départ, on avait quand même fait attention à bien travailler le SEO le contenu du site. Après, on a Optimisation. encore une bonne marge de manœuvre, je pense, à prévoir. Après, comme on est sur WordPress en ce moment, je crois, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que on avait un outil sur WordPress qui fait qu'on peut un peu optimiser aussi grâce à ce plugin. Donc, en disant qu'on n'a pas passé des heures dessus sur le sujet, mais on est clean. Ok. L'email, comment est-ce que vous le travaillez? Vous avez une newsletter? On a une newsletter et en fait, pareil, on a aussi bien les abonnés, enfin, on a nos abonnés à la news qui sont soit clientes, soit pas clientes. Donc, on a des programmes différents selon les cas. Ok. Tu peux nous en dire un peu plus? Les contenus sont aussi réalisés en interne, j'imagine? Ouais, tout est fait en Et interne. quelle est la fréquence? En fait, on n'a pas une pression importante parce que on n'est pas pour matraquer. On n'a pas beaucoup d'offres commerciales parce qu'on a déjà l'offre, on a la boîte offerte qui est permanente. Et donc, on va plutôt attendre d'avoir de l'actualité. On communique pas mal sur les ONG. Voilà, quand on a atteint les 30 000 € en début d'année de dons faits aux ONG, on a communiqué dessus.
Là, comme on est allé en Côte d'Ivoire, on a fait un petit film qu'on va bientôt diffuser. On a là c'est les 2 ans, donc on fait une newsletter aujourd'hui. Mais en gros, on va plutôt chercher le prétexte, mais on va pas. Enfin, en gros, on n'a pas plus de mails qu'une fois toutes les 2-3 semaines. D'accord, Vraiment une ok. toute petite pression. Toute petite pression, mais avec 50 000 clientes, tu peux nous donner la part de clientes récurrentes abonnées? Je ne connais pas Disons de tête. D'accord, Je peux mais pas te dire de tête là. ok, très bien. Et tu me disais en préparation que vous prépariez une pub télé? Oui. Le contexte Covid fait qu'il y a peu d'annonceurs à la télé et les budgets publicitaires sont vraiment plus faibles. Donc on vient de signer et donc on devrait être à la télé dans 10 jours. Génial, une chaîne nationale? Ouais. Super, je peux te demander combien ça a coûté? Là, je t'avoue que j'ai pas le budget total. En gros, on nous a dit que c'était du divisé par 3 minimum par rapport à d'habitude. Ok, c'est intéressant. C'est marrant parce que j'aurais pensé que, tu vois, qu'en période de Covid, les gens passaient justement plus de temps devant la télé. Mais les annonceurs se sont vachement retirés. Par exemple, je pense que Oui, évidemment. les voitures, les Renault et compagnie, je pense qu'ils ont peut-être pas beaucoup d'acheteurs en face, donc ils ont dû retirer leur pub. Il y a pas mal j'ai vu de web magazines aussi qui se retrouvent un peu embêtés parce qu'il y a plein d'annonceurs qui retirent leur achat publicitaire. Donc oui, parce que les gens vont plus en magasin pour c'est acheter. Mais en revanche, si j'achète en ligne, moi j'ai un client grande conso, mais vraiment grande conso, qui a eu un coup de fébrilité, et je le comprends, c'est évident, on nous dit de plus sortir, et qui a coupé, on va dire, ses annonces sur avril et mars, pardon. Oui, non, avril. Ouais. La première semaine du Covid, il a fait plus de 50% de ventes. Oui, parce que les gens se sont jetés sur son produit, mais en ligne, évidemment. Mais voilà. Intéressant. Et donc, du coup, voilà, c'est intéressant. Les prix diminuent. Vous allez faire une annonce sur une chaîne nationale. Qui a réalisé le film? Là, on passe par une agence. Et elle a le temps vous avez fait ça quand? Et ben, elle est en cours de création, là, au moment où on est en train de se parler. Mais c'est un projet commando, c'est hyper rapide, non? C'est commando, ça s'est fait en moins d'1 semaine. Ok. En gros, on nous a parlé de l'opportunité, on s'est dit: «Oh, attends, la télé, c'est quand même pas pour nous», et finalement, ça tombait bien. On se dit que faut le tester, donc on y va et on a trouvé une agence hyper réactive, Dorothée, qui est aussi à fond sur le sujet, qui a des anciennes réminiscences de ses jobs d'avant, donc et des trucs qu'elle découvre aussi avec la pub télé, mais elle est à fond dessus, donc c'est trop bien. Tu dis c'est pas pour nous, mais je me demande si dans la grande conso, justement, c'est pas vous commencez à être un acteur qui compte dans ce domaine. C'est pas une manière de s'acheter cette légitimité, un peu plus de légitimité, quoi. Et j'ai plein d'exemples autour de moi où des startups tech digital only sont passés par la pub télé et en fait ça a été un accélérateur évidemment de notoriété, quoi. Pub télé ou autre, d'ailleurs des pubs métro. C'est ça, ce qu'on se disait. J'avais été choqué à l'époque quand Litchi avait fait ses premières pubs métro, et en fait ça a été un accélérateur. C'est assez incroyable. On croise les doigts. Ok, ouais, c'est un beau challenge. Du coup, c'est ça ma question. C'est quoi votre plus gros challenge aujourd'hui? Eh ben, ça est en lien avec ce que tu dis. C'est en gros, là, on a fait une chouette marque sympa, et maintenant on a envie de passer à l'étape d'après qui est vraiment d'asseoir la marque. Et c'est plus la petite marque sympa, mais c'est la belle marque bien, comment on dit, bien placée, bien connue, installée. Merci, la marque bien installée. Ok. Qui peut aller concurrencer qui continue son histoire sur Internet, qui peut développer ses réseaux de distribution et qui est plus connu et qui est toujours aussi efficace auprès de ses clientes, qui reste juste et honnête dans tous les contextes. Donc s'installer. Je peux demander le montant de ta levée actuelle? Oui, c'est 1,5 million. 1,5 million. Ouais. Ok, j'ai compris, 5,5 millions. 1,5 million. Ok, il en faudra encore, j'imagine, pour installer une marque grande conso. On espère très secrètement de ne plus avoir à retourner un roadshow de levée. Je t'avoue, si on peut éviter. Pourquoi? Parce qu'il y a un enfant à chaque fois? C'est ça. Non, j'ai prévu de m'arrêter, mais là, la levée enceinte ça nous a mis sur les rotules tous. J'imagine. Très bien, tu parles de ça justement. La distribution aujourd'hui, vous distribuez sur votre site? Ouais. Uniquement?
Uniquement, on a quelques petits magasins concept store qu'on a. Et là, on est en discussion. Sur Nantes ou partout en France ou Partout en France. C'est quand en fait, on n'a pas eu le temps de démarcher, mais on nous a démarché, donc on répond à ces demandes avec grand plaisir. Et donc ça. Attends, c'est des indépendants qui vous démarchent ? Ouais. C'est intéressant. Donc des magasins bio ou non, pardon, t'as dit quoi, concept store ? Ouais, concept store, ouais, des petites boutiques qui vont même bio ou pas bio. On a un magasin pour le coup qui est à Nantes qui vend aussi bien des fringues que des produits de beauté. Ok. Voilà. Et eux vous en trouvez et vous demandent des produits. Ouais. D'accord. Et vous voulez accélérer là-dessus ? On veut accélérer, ouais. On recrute quelqu'un pour accélérer sur le sujet. Sur le sujet distribution. Ouais. Et du coup, de quelle distribution ? La grande distribution spécialisée Plutôt quel est le plan ? mais c'est encore en rodage. Ok, j'entends. Question que je pose habituellement, les auditeurs le savent, mais est-ce qu'il y a eu quel a été le tipping point ? Est-ce qu'il y en a eu un jusqu'à présent ou est-ce que on est en train de le vivre ? Le tipping point, donc cette inflexion, cette accélération du business. Je pense que c'est plutôt là, c'est ce qu'on est en train de vivre là, avec la pub télé, j'espère, avec ce passage de petite marque à marque bien installée. Ok. Est-ce que le Covid vous affecte ? Comment tu le vis ? Franchement, c'est plus le télétravail qui commençait à tous nous peser, mais comme je pense tout le monde. Et on a. Avouons-le, c'est juste pour se séparer de ses gamins, non ? Tout à fait, tout à fait. Qu'il retourne à l'école et chez la nounou et qu'on puisse passer un call sans avoir un enfant à poil qui court dans ton dos. Bon, voilà, par exemple. Moi, honnêtement, j'avais hyper peur et ça a été très très difficile. C'est toujours d'ailleurs très difficile parce que ma femme travaille énormément aussi et mes filles, elles ont 2 ans et 4 ans, enfin 2 et demi, 4 ans et demi, elles sont très très collantes. Mais je commence quand même un tout petit peu à y prendre goût et à me dire qu'après Covid, je ferai plus. Tu feras plus de télétravail, ouais, c'est ça. Il y a des périodes de concentration qui sont quand même beaucoup plus longues et puis c'est sympa de passer du temps avec elles, quoi. Parce qu'au final, elles sont quand même assez cool, ces petites. Complètement. Non, voilà. Puis là, c'est juste un temps de rodage aussi où pareil, mon mari bosse beaucoup, donc c'est juste faut trouver qui bosse le matin, qui bosse l'après, mais une fois que c'est rodé, ça va, quoi. Mais télétravail, ouais, on a quand même hâte. Enfin, moi, j'ai vraiment hâte de retrouver ma cofondatrice Dorothée et mes collègues, de pouvoir, parce que les apéros en visio, ça va bien, mais on a envie de rigoler en live. Et sinon, après, on a. Donc, du coup, ça vous affecte sur l'acquisition, tu m'as dit ? Sur l'acquisition, mais après, comme c'est la beauté de l'abonnement, c'est qu'on a des renouvellements qui tombent encore. Les gens se désabonnent pas spécialement et on est sur un produit de première nécessité, donc c'est obligé de recevoir tes produits, quoi. T'es obligé d'avoir tes produits pour les règles, donc on a un petit peu moins d'acquisition, mais encore, ça va. Ok, cool. Tu m'as dit que vous étiez donc le premier site, le site de prélancement, vous l'avez fait vous-même. Le premier site de vente, vous l'avez développé vous-même. Mmh. Ensuite, vous êtes passé sur WordPress WooCommerce. Mmh. Pourquoi ce choix à l'époque ? Alors à ce moment-là, on s'était dit que ça serait plus facile. Ah oui, c'était pour le responsive aussi. On s'était dit parce que le premier site qu'on avait fait from scratch, il était pas dingue sur mobile. Et en gros, on s'était dit WordPress, l'avantage c'est que c'est un peu moins contraignant pour avoir une version un peu sympa sur mobile. Puis on avait dit avec WooCommerce, l'abonnement, ça serait pas compliqué, c'est traité. Sauf que on est sur un abonnement trimestriel, on a une boîte offerte, donc c'était quand même pas mal de petits hooks à mettre. De développement spécifique, ouais, ok. Mais on l'a fait quand même avec quelqu'un en freelance et franchement, globalement, le site était très très bien, donc super. Mais là, on commence à voir les limites parce qu'on a beaucoup de commandes et un WordPress, c'est à la base pas un site, une plateforme marchande. Enfin, c'est pas fait pour à la base. Donc là, on a eu une alerte même ce matin encore de notre dev qui nous a dit OK, maintenant on passe à nouveau sur un site from scratch que lui est en train de développer. Donc encore une fois, la chance d'avoir quelqu'un en interne, c'est qu'il peut le faire en parallèle de ses missions. Enfin, c'est un de ses fils rouges. Et donc là, on va avoir un site qui va vraiment tenir et aussi on sera plus bridé sur toutes les envies qu'on a de développement sur le site, sur l'espace client, sur la version mobile. Donc on va être vraiment libre de faire tout ce qu'on veut. Ok. Alors, je me permets ma remarque là-dessus de mon avis, c'est qu'on fait beaucoup de WordPress et c'est vrai que il y a des points qui sont parfois plus faciles sur d'autres plateformes ou en développement propre, mais c'est aussi une sensibilité qu'on peut avoir ou non à WordPress. Ouais. Il y a on arrive à faire des choses assez complexes, hein, mais je comprends le. On commence à être limité. Pour le début, c'était vraiment parfait. Et après, on sait que là, il y a pas mal de sites sur le principe de l'abonnement qui sont sur Shopify aux États-Unis. Vraiment, mais plein.
Shopify vraiment. Et ça vous a pas plu? Et Guillaume l'a étudié la piste et finalement on s'est quand même dit le from scratch serait plus efficace pour nous. Ok. Alors par curiosité, PHP toujours? Ça je n'en ai aucune idée. Ok, d'accord, c'est le langage. Ok. Ouais, Donc un développement from scratch. Ouais. Je suis. Alors je comprends ce que tu me dis et en même temps je me dis que c'est beaucoup d'efforts et du coup du temps homme de la part de Guillaume, alors qu'il y a des technos qui existent sur étagère. Ce choix m'étonne un peu en fait. Ah oui. Alors je comprends que tu me dises que ça ne répond pas. Enfin, vous trouviez pas sur étagère quelque chose qui corresponde exactement à votre besoin. Et mais c'est vrai que c'est un choix qui est courageux, quoi. Ça oui. Puis on a la chance d'avoir Guillaume qui est vraiment super doué. Mais on se dit aussi que la techno et la qualité du site, la facilité de commande va jouer forcément aussi bien sur l'expérience cliente, mais aussi sur la fidélité. Et on voit que ça peut aussi un peu nous différencier d'autres marques. Ça va être les gros leaders du marché, leurs sites sont pas dingos quand même, tu pourras aller voir, les gros historiques. Mais on se dit que la techno peut aussi faire notre marque de différenciation. J'entends, c'est intéressant. Et du coup, tu peux nous donner quelques outils que vous utilisez? Qu'est-ce que vous utilisez pour les emails? On est sur Sendinblue actuellement. Après avoir fait quelques mois sur Mailchimp, j'entends tout le monde parler de Klaviyo chez toi, donc on s'est noté de regarder avec Sylvain. Donc on va regarder. C'est incroyable comme en un an, même pas 6 mois d'ailleurs. Mais tout le monde en parle. Le panier n'est pas très vieux, mais tout le monde à chaque fois. Voilà. On va regarder. Nous, on est des grands fans enfin des grands fans, pardon. On utilise toutes les plateformes. C'est vrai que ces derniers temps, on a tendance à faire beaucoup de Sendinblue. Ouais, franchement, on est content on utilise Tripo pour faire les templates. Petite trouvaille de Sylvain qui est génial. En fait, moi sur Mailchimp, je trouvais on était assez limité sur le design des emails. Là, nous, on n'a pas de designer en interne. On fait sur Stripo, qui est hyper bien. Stripo, comment tu l'écris? Stripo. Stripo.email, je crois que ça s'appelle. Et c'est un truc un peu drag and drop tout bête, mais je trouve que le résultat est Mais du coup, tu peux aller intégrer dans... Et après, tu balances sur Sendinblue. Ok. Vraiment. Et ça, c'est sur de l'email transactionnel ou de l'email promotionnel? Les deux. Donc des emails. Ok. Ouais, on a mis nos transactionnels aussi sur Sendinblue après les avoir designés sur Stripo. Ok, je connaissais pas Stripo, je vais regarder. Trouvaille de Sylvain qui est vraiment super cool. C'est français? Non, je crois pas. Attends, je sais plus. Je crois pas parce que les traductions parfois sont un peu bizarres. Je pense pas. Je suis en train de me dire non. Ça sent le Google Translate. Exactement. Ok. Stripo, Sendinblue, quels autres outils? En outils. Sur la partie warehouse et fulfillment? C'est fait depuis notre logisticien. On a un comment on appelle ça, un logiciel commun avec notre logisticien. Ok. Et sur le SAV ou le support client? Ça reste tous les champs des possibles sont encore ouverts parce qu'on est encore sur un Gmail qui commence à un peu saturer et on va utiliser bientôt une solution de chat iAdvise qui va bientôt arriver. iAdvise qui est nantais, si je Qui est nantais, bien sûr. Et qui devrait bientôt, je crois, passer sur le panier, en tout cas. C'est déjà je souhaite. Et ok. Et sur la plateforme de paiement? On est sur Stripe. Pour les one-shot comme pour les abonnements? Ouais. Et là, notre banquière nous fait des appels du pied en nous disant que ça coûterait beaucoup moins cher, mais notre dev nous dit que c'est quand même pas mal Stripe. Donc il y a un sujet outil de paiement à un moment qui va se poser, mais... J'ai eu une expérience dernièrement, moi, sur un client qui voulait absolument passer par la plateforme de sa banque. Ouais. Alors, je m'excuse auprès des banques, mais et on lui avait dit franchement, Stripe, ça va nous prendre 2 heures d'intégration. Un VAD, ça peut prendre une demi-journée à 10 jours, et ensuite ce sera galère. Et ça a pas manqué, ça a pris 10 jours, quoi. Parce qu'il y avait plein de setups un peu particuliers qui auraient été une variable dans Stripe et qui la nécessité des setups de notre côté, de leur côté. Enfin, c'était un enfer. Reste à savoir si les 10 jours permettent de justifier de gagner prix, mais je sais. Non, mais voilà, c'est ça, ouais. Parce que c'est quand même souvent beaucoup plus intéressant. Il paraît. Ouais. Et puis t'as le 3D Secure que voilà. Stripe, Sendinblue, Stripo et du coup un développement sur mesure du nouveau shop. Ouais. Ok, super.
Est-ce qu'on oublie des outils qui font partie de votre quotidien et dont vous pouvez pas vous passer? En fait, on fait tout sur WordPress. Après, Guillaume nous a fait plein d'extracts. Moi, j'ai mes petits extracts, mais qui sont plutôt internes. Donc, du Trello. Enfin, après, c'est du classique. Puis là, plein d'outils de visio en période de Covid. On a testé toutes les plateformes de visio. Donc, et vous vous arrêtez sur quoi? On est sur Whereby parce même si on est que 6 tous les matins, 6 ou 7, c'était le plus pratique. Et comme on fait des visios déguisés tous les vendredis, on a besoin. Vous faites des visios déguisés? En fait, au bout d'une semaine, je me suis dit que ce serait, parce que on se déguise pas au bureau, hein, je te rassure, mais on aime bien quand même prendre des cafés, on a une ambiance quand même sympa. Et donc tous les vendredis, on a un thème et on se déguise. Et donc voilà, cette semaine, c'est le thème des dessins animés de notre enfance. Donc je dois préparer mon déguisement pour demain. Ok. Voilà. C'est original, c'est fun. Bon. Est-ce que vous calculez votre NPS auprès de vos clientes? Tout à fait. À chaque achat, chaque mois? Non, on le fait, je ne sais plus à quelle fréquence. On fait plutôt en one-shot régulièrement, mais je sais même plus à quelle fréquence, je t'avoue. Est-ce que tu as des apprentissages d'actions que vous avez pu mener qui ont permis d'augmenter votre NPS? Pardon, pour nos auditeurs, le NPS, c'est le Net Promoter Score, qui permet, c'est la question qu'on vous pose souvent, de 1 à 10, combien recommanderiez-vous Jo, et l'interprétation des réponses est très intéressante. Pardon. Je vous invite à écouter l'épisode avec Alexandre Ali de Pandati, où on creuse en long, large et en travers le NPS. Excuse-moi, je reviens. Donc, est-ce qu'il y a des actions qui vous ont permis d'augmenter le NPS dont tu peux me parler? En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on pose pas mal de questions déjà à nos désabonnés pour savoir pourquoi ils se désabonnent. Et ça a plutôt été de confirmer en fait des choses où, en gros, je vous mets telle note, c'est bien, mais par contre, il me manquait ça, et c'était plutôt de recouper des infos. Donc pas d'apprentissage particulier via NPS, c'était plutôt de se confirmer les infos. Ok, j'entends. Allez, pour ouvrir un peu avant de se quitter, c'est quoi le futur de Jo et le futur de cette industrie? Où est-ce que vous allez aller? En fait, la question que je me pose depuis tout à l'heure, c'est est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faudra produire vos propres produits? En fait, on va faire de la R&D pour. Moi, je pense qu'il y a un sujet sur les packaging, forcément. Enfin, le zéro plastique, le zéro carton, il va y avoir un sujet. Donc, nous, on sait qu'on va avoir plein de sujets pour être la marque la plus irréprochable possible, du produit jusqu'à l'emballage, jusqu'à la livraison. Moi, je pense qu'il y a aussi je me pose pas mal de questions sur la livraison. C'est aussi pour ça qu'on a choisi un abonnement trimestriel et pas mensuel. C'est pour éviter trop de livraison, enfin trop de gaz à effet de serre liés à la livraison. Donc il y a quand même un sujet, réutiliser les cartons de nos abonnements. Il y a c'est le principe des d'aller au bout du concept. Ouais, c'est ça, de A à Z, d'être clean jusqu'au bout. Après, c'est le cas pour tous les e-commerçants, hein, c'est pas propre aux protections hygiéniques. Et après, produire nos propres produits. En fait, on se dit que le coton bio, peut-être qu'à terme, est-ce qu'il faut investir dans le coton bio, ou est-ce qu'il n'y aura pas une nouvelle matière qui va arriver un jour qui sera encore plus clean, qui demandera moins d'eau, qui demandera moins de je ne sais pas quoi, de soleil, de je sais pas quoi. Donc, est-ce que il faut se fermer sur le coton? J'en sais rien. C'est plutôt rester à l'écoute sur toutes les matières les plus clean possibles, respectueuses des femmes et de l'environnement. Ok. On sera plutôt resté open. Bon, formidable. Est-ce que si tu avais 1, 2 ou 3 conseils à donner à quelqu'un qui se lance aujourd'hui dans l'hygiène ou les produits intimes, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Dans l'hygiène intime? Non, mais dans l'hygiène même corporelle. Ou de rester toujours proche de ses clientes. De rester, en gros, il y a pas, quand tu lances une marque dont tu es client, dont tu peux être client, tu peux vite être tenté de te dire moi je pense que c'est ça. Et en fait, faut vraiment pas hésiter quand même à continuer de questionner ses clients, ou clients et prospects d'ailleurs. Donc continuer de toujours vraiment sonder tout le temps. Et aussi de pas trop se poser de questions, se faire confiance aussi sur d'autres trucs. En fait, c'est autant quand c'est sur le produit, je pense qu'il faut vraiment continuer de sonder, autant quand sur des relations avec nous, on marchait beaucoup comme ça avec Dorothée sur les choix de nos partenaires. Quand on le sentait pas, on se posait pas de questions, on cherchait un autre partenaire juridique, bancaire, je sais pas, quel que soit le sujet, mais faut être bien accompagné, parce que t'as bien assez de galères pour te mettre des problèmes avec des personnes à qui tu t'entends pas. Ouais, faut choisir ses batailles, quoi. Ouais, c'est ça.
Est-ce que la grande conso est venue toquer à la porte ? Oui. Et on n'était pas prête. À ce moment-là, on nous a dit on a pas mal sondé, on s'est dit c'est un peu tôt, un peu prématuré, donc et puis pas forcément envie à ce moment-là. Et donc quand on refusait les méthodes de relance et c'était pas très clean, du coup on s'est dit on a peut-être bien fait. On a peut-être bien fait, quoi. C'est pas le moment, vraiment pas le moment. Attends, les méthodes de relance, ça veut dire quoi ? Dorothée, elle s'est faite harceler sur son téléphone par un magasin dont on taira le nom. Qui voulait absolument distribuer les eaux. Ouais, c'est un indépendant d'une grande surface et qui l'a appelé sur son portable, mais vraiment de manière agressive. Donc ça donne vachement envie de travailler. C'est marrant, les mecs, ils doivent pas avoir l'habitude qu'on leur dise non. Mais ça nous a pas plus tenté que ça, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Colline, merci infiniment. C'était passionnant et c'est un milieu que je ne connais pas très bien d'ailleurs. C'est bizarre. Que je maîtrise pas du tout. Mais non, j'ai trouvé ça passionnant. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Je vous souhaite beaucoup de chance dans les temps qui viennent et surtout pour cette clôture de levée de fonds la semaine prochaine en plein Covid et à distance. Grave. Un beau challenge. C'est clair. Merci beaucoup à toi. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.